Bonjour, donc, suite à un cluster de cas de Covid liés à l'utilisation de narguilé, on m'a proposé de faire donc en quelques minutes une présentation générale du narguilé et du Covid, donc quels sont les usages du narguilé et quels sont les risques infectieux posés par le narguilé. Et donc le narguilé, c'est pas récent, ça date sans doute les premières estimations autour du 16e, 17e siècle. On a retrouvé même qui daterait de 1320 en Éthiopie. Et là j'ai mis une toile de Jeanne Delacroix, femme d'Alger, dans leur appartement. On voit bien le narguilé ici, donc en 1834, sachant que ce tableau est au Louvre et qu'il a été repris par Picasso dans une version plus célèbre, mais que les règles de YouTube ne m'autorisent pas à mettre sur cette présentation. Alors, le fonctionnement d'une chicha, de narguilé, bon, ce sont des synonymes. Donc, vous allez avoir du charbon qui est posé tout en haut, avec du tabac juste en dessous, et ensuite un tuyau qui va conduire la fumée tout au long de l'appareil pour passer à travers de l'eau froide tout en bas, avant de ressortir par un tuyau et un tube qui va permettre aux personnes de consommer le tabac. Et donc, le sujet, vous le voyez tout de suite quand vous voyez cette photo, c'est que ce tube et cet embout qui est l'embout qui va être mis entre les lèvres de la personne qui le consomme, va être partagé entre les différentes personnes qui sont autour de la table, autour du narguilé, ce qui pose bien sûr des risques infectieux qu'on étudiera un peu plus en détail. Donc, il y a une grande revue qui a été faite en 2015 sur l'usage de la narguilé dans le monde. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que pour les personnes qui sont des consommatrices de chicha et qui ont plus de 15 ans, on peut voir qu'il y a des grandes disparités entre les pays, mais qui ne sont pas forcément les disparités auxquelles on pourrait s'attendre, parce que les pays les plus concernés sont les pays d'Europe du Nord-Est, la Lettonie, la Lituanie. Vous avez Chypre, bien sûr, la Méditerranée orientale. Mais donc, on a quand même une diversité entre... on part de presque 0% pour aller jusqu'à près de 12% de personnes qui fument régulièrement la chicha. La France qui étant plutôt vers le haut, étant à près de 8%, à peu près en 10e position, on voit ça là-haut. Ceci dit, quand on regarde spécifiquement en France, on voit que parmi les jeunes, quand on leur demande est-ce que vous avez déjà essayé la chicha, on a des réponses qui sont presque autant positives que pour les cigarettes. Après, il y a plus de 50%, à peu près égal entre garçons et filles, légèrement plus élevé chez les garçons pour l'expérimentation de la chicha, sachant que c'est plutôt en recul. C'est-à-dire qu'en 2014, on avait presque 2/3 des jeunes à qui on posait la question qui répondaient que oui, ils avaient déjà expérimenté la chicha, alors qu'en 2017, on est plus autour de 54%, on est plus autour de 50%. Voilà, donc il y a une différence quand même assez marquée, c'est plutôt en recul, à voir pour les études les plus récentes si cette tendance se confirme ou si c'était juste un problème d'échantillonnage. Sachant qu'aux États-Unis, on a à peu près 1% de la population adulte qui fume régulièrement la chicha, ce qui représente quand même plus de 2,5 millions de personnes. Sachant que à peu près plus de 15% des adultes ont déjà expérimenté la chicha et qu'autour de 1%, donc suivant les études, on l'utilise régulièrement avec chez les lycéens et chez les jeunes, donc une prévalence beaucoup plus élevée. Dans le New Jersey, on est à près de 10% par exemple dans une étude qui a été faite en 2010. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que fumer la chicha, c'est une activité qui est sociale. On prend là par exemple l'étude qui a été faite en France par Santé publique France pour le bulletin épidémiologique hebdomadaire. On a posé la question aux gens, où est-ce que vous fumez la chicha? Donc dans un quart des cas c'est dans les cafés à chicha, dans un quart des cas c'est chez des amis, près de la moitié des cas chez vous, mais ce qu'il faut savoir c'est que 84,4% des répondants déclarent fumer la chicha plutôt en groupe. Donc c'est très majoritairement une activité qui se fait en groupe. Et pour une étude qui a été faite en Syrie en 2004, donc à Alep par le professeur Maziak, qui est le spécialiste mondial de la chicha, qui a fait la plupart des études de référence et des méta-analyses sur le sujet, on peut voir que chez les consommateurs, alors pas les plus fréquents mais réguliers, on a plus de 90% des personnes qui fument la chicha plutôt en groupe, ce qui montre vraiment que c'est une activité qu'on fait en groupe, on ne fume pas la chicha seule, et si bien sûr qu'une activité qu'on fait en groupe, ça pose des questions épidémiologiques. Alors, pour ce qui est des précautions d'hygiène, faut savoir, il y a des embouts qui existent, des embouts qu'on peut poser avant de porter l'instrument à la bouche pour fumer la chicha. Mais quand on pose la question, lorsque vous avez fumé la première fois la chicha, est-ce que vous utilisiez un embout? Dans plus de 80% des cas, dans une étude qui a été faite aux États-Unis récemment, la réponse était non. Donc en Californie, on a quand même des mesures d'hygiène qui pourraient exister, mais on le voit bien, qui sont très très peu utilisées. Et là encore, on a toujours des réponses qui sont concordantes concernant les lieux et les manières dont on consomme. C'est plutôt en groupe, et c'est souvent dans les bars à chicha ou dans les domiciles d'amis ou à domicile. À peu près, plutôt dans les bars à chicha en Californie. Là, sur les modes d'usage, c'est assez variable suivant les pays.
Et quand on pose la question aux gens, pourquoi est-ce que vous n'avez pas utilisé d'embout, alors la majorité des cas, donc près de 40% des cas, les réponses qui sont faites par les personnes quand on leur pose la question pourquoi vous n'utilisez pas d'embout, c'est parce que j'étais avec des amis et de la famille et donc il n'y a pas besoin d'utiliser d'avoir des mesures d'hygiène, avec par exemple des réponses qui peuvent être, là c'est des condensés de réponses d'analyse de questionnaires qualitatifs qui ont été faits en Californie, mais on va avoir des réponses comme par exemple mes amis sont trop jeunes et innocents pour avoir l'herpès labial. Donc on a des réponses parfois qui montrent une certaine méconnaissance de la circulation des pathogènes et la telle qu'elle peut faire, et notamment avec la chicha. Et donc, maintenant qu'on a vu qu'il y avait quand même peu de mesures d'hygiène qui étaient prises, c'était plutôt social, est-ce qu'il y a des risques de transmission de pathogènes? Alors, la dernière revue que j'ai vue sur la présence de pathogènes sur la chicha, c'est celle-là. Donc, il y a très peu d'études qui ont été identifiées, seulement 3, au Liban, aux États-Unis et en Iran. Des études de CESES ou des études de culture de micro-organismes présents sur la chicha. Et donc, voilà, on a des bactéries qui peuvent être des commensaux, mais aussi des pathogènes, notamment des Klebsiella, notamment des Pseudomonas, notamment des staphylocoques. Et donc il y a la présence de pathogènes et la question est-ce que ça se transmet, et là on est quand même vraiment dans un angle mort. Il y a très peu d'études que j'ai pu trouver qui ont pu démontrer la circulation et la transmission de pathogènes via la chicha. Il y a un cluster en Australie de tuberculose qui a été identifié en 2003, mais c'était pas vraiment une chicha, c'était ce qu'on appelle un bong, pour citer les chercheurs, qui est un appareil qui permet de fumer du cannabis mais qui n'est pas exactement un narguilé, et sachant que l'investigation ne permet pas de démontrer avec certitude la présence, la transmission par la chicha du pathogène. C'est plus une étude auprès de tous les cas contacts, une étude de corrélation entre est-ce que vous avez été contaminé, est-ce que vous avez fumé la chicha ensemble, et qui montre une légère tendance à avoir plus fumé ensemble que parmi ceux qui ont été contaminés, mais ça ne permet pas d'établir avec certitude la transmission. Et moi j'ai trouvé intéressant sur le cas de l'hépatite C, qui est très régulièrement mentionné comme étant lié à la consommation de chicha. Au final, il n'y a aucune étude qui permet de le démontrer. L'étude qui est la plus souvent citée, qui est l'étude de Habib, c'est une étude qui en fait ne montre pas du tout que la chicha, qui montre pas du tout de corrélation. Dans l'étude, au contraire, il n'y a pas de corrélation. Le odds ratio à 0,9 avec un odds ratio qui passe par 1. Mais pour autant, cette étude est très régulièrement citée, encore une fois récemment dans le rapport de l'OMS, comme étant une étude qui démontrerait la transmission de l'hépatite C par la consommation de chicha. Donc pour l'instant, il y a très peu de travaux qui ont été faits sur la transmission de pathogènes. En tout cas, c'est des travaux qui manquent de solidité et qui ne permettent pas d'avoir un haut niveau de preuve. Et alors pour l'instant, concernant le Covid-19, pour l'instant il y a surtout eu des alertes, pas eu beaucoup de science. Il y a eu par exemple l'alerte du bureau de la Méditerranée orientale de l'OMS qui a été fait assez rapidement au début de l'épidémie, avec comme première justification le risque pour la santé posé par le tabac, donc pas forcément la question de la transmission, mais bon, la question de la transmission est quand même mentionnée, avec les aspects sociaux de la consommation qui peuvent être facteurs de transmission, avec quelques éléments de preuve du rôle de la chicha dans la transmission de maladies infectieuses, mais on est toujours sur la même publication qui même pour certaines ne montre pas du tout de rôle de la chicha dans la transmission de maladies. Donc il y a encore eu peu de science. Il y a eu récemment, donc en même moment, il y a eu au Canada un appel à agir pour faire face au risque de transmission posé par la chicha, donc par la hookah qui est un synonyme, mais qui n'a pas encore été suivi par des travaux scientifiques étayés. Sachant que voilà, maintenant la question c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir si oui ou non la chicha joue un rôle, si oui dans quelle mesure, sinon quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour limiter le risque. Et donc voilà, avec différentes pistes de recherche bien sûr qui sont à creuser, donc par exemple l'investigation de clusters, l'étude de prélèvements qui peuvent être faits sur des chichas, et notamment une enquête qui pourrait être faite sur l'évolution des pratiques de consommation de chicha dans le cadre de l'épidémie de Covid. Est-ce que les gens, sachant qu'il y a une épidémie ou sachant que les bars à chicha sont fermés, en tout cas théoriquement sont administrativement fermés, est-ce que les gens ont moins consommé? Donc pour l'instant, j'ai pas vu d'études qui ont été faites. Et dans des études très informelles, dans une petite étude très informelle que j'ai pu faire parmi les gens de moins de 30 ans dans mon entourage, donc quelque chose absolument pas rigoureux en termes de constitution d'échantillons, j'ai quand même plus de 50% des personnes qui m'ont répondu avoir consommé la chicha depuis le début de l'épidémie de Covid. Et donc voilà, c'est un nombre élevé. Et donc il s'agirait de savoir est-ce que oui ou non il y a eu un rôle, est-ce que oui ou non les pratiques ont changé.